Du coup, bienvenue à tous dans cette conférence sur comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter des standards pour rester efficace sur Matomo. C'est tout l'enjeu de cette conférence-là. Donc, je vais débuter rapidement par vous présenter un peu tout ce qu'on va voir. Donc, dans l'idée, on va voir quel est l'intérêt d'exploiter des standards dans Matomo et globalement à quoi ça va nous servir. On va voir ensuite comment collecter de la donnée correctement, ou en tout cas au moins comment avoir un niveau zéro stable pour faire la collecte de données. Et ensuite, on verra comment appliquer des standards pour chacune des entités présentes dans Matomo, donc on va dire qui peut être ou qui a intérêt à être standardisé. Donc là, je vais vous lister, je vous ai mis les événements, les objectifs, les campagnes, les segments, les dimensions personnalisées, le tag manager, et après, j'ai mis un petit peu tout le reste dans viser la perfection. Donc on verra bien, vous verrez bien tout ça. Donc, je me présente quand même rapidement. Je m'appelle Ronan Hello. Globalement, je suis expert Matomo pour une société qui s'appelle OpenMost. Je suis consultant Matomo et formateur. Et en fait, je suis surtout un membre actif de la communauté de Matomo. Donc, Ronan a déjà eu l'occasion de présenter certains de mes travaux auparavant. Donc, je m'occupe de faire de la création de thèmes, de plugins, d'outils externes, de documentation. Globalement, j'essaie de toucher un peu à tout avec toujours un peu un aspect technique. C'est-à-dire que je vais venir apporter de la technique du développement dans la communauté Matomo. J'essaie à chaque fois de porter un peu ma pierre à l'édifice. Donc voilà globalement ce que je vais pouvoir mettre en place pour la communauté. Derrière, du coup, on va voir pourquoi est-ce que c'est important d'exploiter des standards et ce que ça va nous permettre de faire. Ce que ça va nous permettre de faire aujourd'hui, c'est surtout de mieux s'organiser. Ça va être de travailler également en équipe. C'est-à-dire que quand on va travailler à plusieurs, on va tous avoir des méthodos qui peuvent être un peu différentes. Et l'idée, ça va être de se synchroniser ensemble pour pouvoir reprendre le travail de quelqu'un, de pouvoir collaborer et surtout avancer de manière discontinue. Et derrière, de pouvoir livrer quelque chose qui est standardisé, comme si quelqu'un avait fait d'une seule et même personne. Le but, ça va être également de pouvoir reprendre facilement son projet ou un autre projet. Moi, je sais que je rouvre des Matomo de clients que j'ai configurés il y a déjà plusieurs années, plusieurs mois. Je suis content de voir que j'ai une méthode qui tient et qui est encore viable aujourd'hui et qui me permet d'aller chercher les informations, on va dire, de tête, parce que la manière dont elles sont nommées et structurées dans l'instance Matomo, ça va me parler. Alors, ça me parle à moi, mais le but, c'est que ça parle à un maximum de personnes et que vous puissiez également utiliser ces méthodologies-là. Mais je sais qu'en tout cas, ça me permet de revenir plus facilement pour corriger et modifier des instances Matomo. L'un des autres aspects quand même assez extrêmement important et que je vais utiliser de plus en plus, c'est de pouvoir réutiliser des configurations. Je sais qu'on va avoir, par exemple, des parties d'un plan de marquage qui, suivant des CMS, peuvent être réexploitées, des définitions de segments qui peuvent être réexploitées, des créations d'objectifs qui se basent sur des événements qui peuvent être exploités, etc. Donc, le but, ça va être d'avoir, au fur et à mesure des clients, de constituer une espèce de base de travail générique qu'on peut évidemment adapter après à chaque compte, chaque client, mais d'avoir une base de travail réutilisable et donc de gagner en efficacité. Donc, on va voir un peu comment on peut faire tout ça aujourd'hui. Et évidemment, l'un des points aussi importants, c'est de pouvoir poser son cerveau. C'est de ne pas à chaque fois redécouvrir Matomo et la configuration à chaque fois qu'on ouvre un nouveau projet client et de se dire si quelque chose doit être nommé présent à un endroit, il est nommé et il est présent à cet endroit-là. Et donc, on va direct droit au but. S'il n'y est pas, c'est qu'il n'est pas fait. Et donc, on doit passer à la suite. L'autre et gros bénéfice, c'est évidemment que si vous n'avez pas de standard dans votre instance Matomo, vous allez perdre en flexibilité pour les grands comptes, pour les grosses instances Matomo. Quand je parle de grosses instances Matomo, je parle d'instances qui vont avoir des centaines de sites, qui vont avoir des centaines d'objectifs également, qui vont avoir des tag managers colossaux et qui sont généralement des clients avec évidemment les plus gros budgets derrière et qui ont aussi des attentes en fonction de leur budget et de vos pratiques. Donc, le fait d'utiliser des standards, on a pu le voir aussi tout à l'heure avec Frédéric, qui préfixait tout ce qu'il crée, qui était préfixé avec des numéros, avec des entités, etc. On va essayer de continuer en fait dans cette logique-là et dans cette voie-là, justement pour pouvoir toucher ce genre de clientèle. Donc, la première chose que je fais quand j'arrive sur une instance Matomo d'un client, quoi qu'il arrive, c'est je vais déjà m'assurer qu'il ait le tag manager de mis en place. Alors, ça peut paraître bête, mais ça va me permettre de décorréler de ce qui est déjà en place, à savoir souvent le code de suivi classique. Quand vous installez Matomo, par défaut, dans le funnel d'installation, les étapes d'installation, la dernière étape, c'est de vous proposer le code de suivi classique. Et c'est vrai que des utilisateurs qui vont être moins à l'aise avec Matomo, qui vont juste pas connaître l'outil parfaitement, vont tout de suite se dire « je vais prendre ce code qui m'est proposé par l'outil et le mettre en place sur mon site ». Très classique. Sauf qu'en réalité, si vous passez directement sur le Tag Manager, forcément, vous allez avoir beaucoup plus la main sur des configurations et sur des réglages, et ça va être plus simple pour vous derrière. Donc, première étape, déjà, c'est
retirer le code de suivi classique et passer sur le Tag Manager. Alors, pourquoi est-ce que je parle du Tag Manager alors qu'on parle de standardisation? Parce que le Tag Manager, il va justement permettre d'apporter cette standardisation dans votre manière d'interagir avec le site et la manière de collecter les données. Je vous donne des exemples qui sont assez courants, mais quand vous avez des sites dits SPA, pour Single Page Application, donc des sites qui sont réalisés avec des technos réactives, type React, Vue.js ou Angular, sont des sites pour lesquels Matomo va avoir une manière différente d'interagir avec le chargement des pages, puisque ce sont des pages qui, en réalité, ne changent pas au niveau du navigateur. Vous avez l'impression, vous, en tant qu'utilisateur, que les pages changent, mais votre navigateur, ce n'est pas la manière dont il perçoit le site web. Et donc, ce n'est pas non plus la manière avec laquelle il va interagir avec Matomo. Avec le code de suivi classique de Matomo, c'est souvent une galère de faire fonctionner une SPA. C'est souvent des conflits avec les équipes techniques ou avec les agences externes. Donc, le principe, c'est qu'en passant avec le Tag Manager, vous allez pouvoir, dans votre balise, dans votre tag, générer les bons déclencheurs, on verra ça tout à l'heure, pour prendre en charge justement ce type d'application-là. Après, vous avez un autre cas de figure. Vous allez avoir des clients qui viennent souvent de l'écosystème de Google, souvent le cas d'ailleurs pour les grands comptes qui étaient sur des systèmes Google et qui globalement vont migrer sur Matomo pour des raisons de politique interne, des raisons légales et surtout évidemment pour se mettre en conformité avec le RGPD. Et des fois, du coup, ces clients-là, ils quittent Google Analytics, mais ils conservent Google Tag Manager. Ou alors, ils vont quitter Google Analytics et Google Tag Manager pour migrer complètement sur Matomo, mais ils ne vont pas vouloir refaire l'intégralité du tagging, des événements et de l'implémentation on-site qui a été réalisée, soit en interne, soit par une agence externe. Et c'est là, du coup, qu'on va s'intéresser à l'utilisation du Tag Manager, mais en fait, toute cette configuration on-site, on va pouvoir souvent la récupérer et l'adapter pour la remonter sur Matomo sans avoir à modifier la structure du site, ou en tout cas en ayant très peu de modifications à mettre en place. Le dernier point assez important sur l'utilisation du Tag Manager, c'est qu'on peut normaliser les entrées. Alors, ça peut paraître un peu spécial, mais globalement, le Tag Manager, il va vous permettre d'avoir une zone dans laquelle vous allez pouvoir manipuler les données avant l'envoi vers la base de données de Matomo finalement. C'est-à-dire que le Tag Manager, il va aller collecter avec le tag Matomo les données de base auprès de votre navigateur web. Et là, vous allez pouvoir dire, grâce à des variables par exemple, lorsque je reçois le titre de la page, eh bien, normalise-le-moi. C'est-à-dire, tu vas enlever la petite barre avec le nom du site à la fin, tu vas retirer tel terme et tel terme. Quand j'ai une URL, on peut la réécrire en enlevant les paramètres, par exemple, en enlevant les accents, en s'assurant qu'elle est dans un format uniquement en minuscule, etc. Donc, on a la possibilité d'interagir avec les données avant stockage, et ça, c'est quand même plutôt un gage de qualité. L'autre point, c'est que mon Tag Manager de Matomo, en réalité, il est compatible en partie avec le Tag Manager et surtout le Data Layer de Google. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on vient récupérer de la donnée et surtout quand on va interagir avec le site web, on va avoir plusieurs manières de le faire. Si vous lisez la documentation de Matomo, Matomo vous explique que le Tag Manager de Matomo est compatible par défaut avec le Data Layer, donc la zone couche de données dans laquelle on va pouvoir mettre des données de Google Tag Manager. Mais le souci principal, c'est qu'il n'est compatible qu'au moment du chargement de la page. Toutes les modifications qui sont effectuées au data layer après chargement de la page ne seront pas détectées par Matomo. Du coup, vous avez la possibilité, on verra tout à l'heure, mais de synchroniser les tag managers. Mais en réalité, on se retrouve du coup avec deux objets data layer. On se retrouve avec l'objet data layer, qui est le standard utilisé par Google, ou _MTM, qui est la définition data layer de Matomo. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour mes clients? Globalement, si c'est un client grand compte, je vais plutôt conserver l'objet Data Layer de Google et je vais même aujourd'hui de plus en plus aller utiliser Data Layer de Google plutôt que la syntaxe _MTM. Alors, on est bien d'accord, le mot-clé Data Layer n'est pas réservé à Google. Ce n'est pas Google qui l'a imaginé. C'est juste une manière de nommer l'objet. Donc, moi, je vais utiliser également ce nommage-là pour plein de raisons. C'est qu'il y a plein d'outils qui sont compatibles avec Google Tag Manager et qui ne le seront pas avec Matomo Tag Manager. Et la seule raison de cette incompatibilité de base, c'est juste que les outils tiers vont venir derrière tout simplement pousser une information dans un objet global qui s'appelle Data Layer et pas dans un objet qui s'appelle _MTM.
Donc, pour rendre compatible un maximum d'outils tiers avec votre instance Matomo, il faut exploiter l'objet standard Data Layer plutôt que underscore MTM. Et donc, du coup, ce que je vous ai mis là, c'est donc Matomo détecte le Data Layer, oui, mais pas vraiment. Oui, mais avant le chargement de la page. Et est-ce qu'on peut changer le nom du Data Layer de Matomo? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'en réalité, non, on ne peut pas. Matomo, aujourd'hui, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai cherché et je n'ai pas réussi à le réaliser. Mais aujourd'hui, Matomo ne peut pas exploiter un autre Data Layer que underscore MTM. Donc, la solution, ici, ça va être d'utiliser les deux. Alors, ça peut être un peu bizarre et on se dit, je ne vais pas dupliquer mon travail à chaque fois, je ne vais pas pousser dans les deux data layers pour faire plaisir au standard et faire plaisir à Ronan. Bien sûr que non. L'idée, c'est tout votre marquage on-site est réalisé avec l'objet data layer de Google. Vous faites des data layer.push sur l'intégralité de votre site web. Et ensuite, vous pouvez ajouter du coup un petit script, enfin ce script-là que vous allez retrouver sur mon GitHub, que vous retrouvez également dans une balise Tag Manager pour Matomo sur l'extension Tag Manager Extended. Et en déployant cette balise de manière simple, vous allez synchroniser les deux data layers. Et donc, toutes les fonctions data layer.push qui étaient mises auparavant sur le site web vont être maintenant compatibles avec Matomo. C'est grâce à ça notamment qu'on va pouvoir rendre compatible Acceptio, qui propose du coup un outil qui de base fait des data layer.push, donc qui ne sera pas compatible avec Matomo. Et donc, avec ça, on va pouvoir les synchroniser. Et je parle d'Acceptio, mais il y a énormément d'outils qui, par défaut, ne pourront prendre en charge que Google Tag Manager. Et là, vous allez pouvoir faire fonctionner les deux. Alors derrière, on va du coup, maintenant qu'on a le Tag Manager mis en place sur le site web et une couche de données qui est, on va dire, standardisée, qui prend en charge un maximum d'outils, on va voir comment on peut remonter des événements. Donc là encore, vous avez, avec l'arrivée de GA4, une documentation Google qui est standardisée. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, on a des événements qu'on aimerait recevoir, mais qu'on ne peut pas collecter nous-mêmes. C'est donc des événements personnalisés que vous allez devoir baliser. Alors, vous allez me dire, OK, on est dans une conférence Matomo et Ronan, il nous parle encore de Google. Alors oui, c'est parce que Matomo, aujourd'hui, ne propose pas de standard. Et comme il n'y a pas de standard de proposer, il faut aller chercher là où il y a la majorité des personnes, là où on a une majorité de choses qui sont cadrées. Et pour le coup, GA4 propose des événements. Alors, si vous allez sur Google et que vous tapez événements recommandés GA4, vous allez tomber sur 3 tableaux. Donc là, je vous en ai mis 2. Le premier tableau, c'est des événements qui sont dédiés aux sites de manière générique, donc des sites institutionnels, des sites marketing, bref, tous les sites web. Le deuxième tableau, il va être dédié aux sites plutôt e-commerce. Et le troisième tableau, que je n'ai pas intégré ici, c'est plutôt dédié pour des jeux vidéo en ligne. Donc, nous, on n'en a pas spécialement besoin. Mais donc, ce que ces tableaux nous apprennent, c'est que si on veut traquer des actions de base, par exemple ici, je vois, quand j'envoie un formulaire ou une demande d'information, le nom de l'événement, ce ne sera pas contact, ce ne sera pas information ou soumission contact. Le nom de l'événement, ce sera generate_lead. Et je sais que maintenant que pour tous mes clients, dès que j'ai un formulaire de contact, Matomo va recevoir generate lead et pas autre chose. Je ne vais pas inventer un nom pour un client, je ne vais pas inventer un nom d'événement spécifique. Je vais d'abord me référer à ces tableaux-là. Pour chacun de mes clients, je vais les lire en entier. Je vais me demander si le site de mon client couvre telle et telle fonctionnalité. Et si c'est le cas, je vais évidemment implémenter cet événement-là en respectant ce standard. Donc derrière, quand je vais avoir des événements standardisés qui sont remontés, aujourd'hui, dans Matomo, ça n'a pas de différence. C'est juste que c'est mieux rangé pour nous, mais vis-à-vis de Matomo, ça n'a aucune différence. Par contre, demain, quand vous allez avoir des outils tiers qui vont se connecter à Matomo, comme il y a aujourd'hui plein d'outils tiers qui se connectent à Google, et quand on aura plein d'outils tiers qui vont se connecter à Matomo, ces outils, quand ils vont aller chercher des éléments de conversion, des événements, etc., ils vont rechercher par nom. Et ils vont devoir rechercher par nom standardisé. Et c'est ce que fait aujourd'hui Google, c'est ce que ne fait pas Matomo, mais c'est ce vers quoi Matomo devrait tendre et va probablement tendre. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est préparer vos jeux de données aujourd'hui pour la suite. Donc, pour tous les événements qui ne sont pas dans ces listes de standardisation, vous allez juste continuer à respecter un peu cette nomenclature-là, à savoir avoir des noms en anglais si possible, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, d'écrire en minuscules, avec des mots séparés par des underscores, des préfixes par action. Vous voyez ici, là, ce que j'ai, c'est du add payment info, add shipping info, etc. Donc, on a l'action dans un premier temps. Et après, on a le nom de l'entité. Et il faut surtout avoir des noms d'événements, si possible, qui sont le plus concis possible, pour avoir justement quelque chose qui est facile à manipuler par la suite. Alors derrière, est-ce qu'il faut jurer que par les événements? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voit la migration qu'a fait GA vers GA4, ils ont décidé d'abandonner toutes les entités au profit des événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a que les événements dans GA4 et on vient manipuler ces événements.
Alors, est-ce qu'il faut avoir la même approche dans Matomo? Bah oui et non. Oui, parce que pour beaucoup de configurations, on va voir, travailler avec des événements, c'est vraiment l'avenir et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir un Matomo qui est flexible dans le temps. Donc ça, c'est hyper important et on le verra tout à l'heure dans les slides qui arrivent. Donc pour les objectifs, les segments, les rapports et les alertes, extrêmement important. Et derrière, c'est oui aussi du coup pour la flexibilité et la compatibilité inter-outils. Donc c'est ce que je vous expliquais avec les outils tiers. Plus vous avez d'événements, plus vous avez de matière pour travailler, plus les outils tiers vont pouvoir exploiter cette matière et vous faire des rapports externes, comprendre l'environnement de votre site web et vous apporter de la valeur. Et non, parce qu'aujourd'hui, Matomo n'a pas mis les événements au centre de, au centre du moteur de Matomo. C'est-à-dire que les événements, aujourd'hui, c'est une fonctionnalité parmi plein d'autres. Alors, c'est plutôt bien pris en charge, mais aujourd'hui, dans la structure des événements Matomo, on va avoir une catégorie, une action et un nom et une valeur, avec une valeur qui est strictement numérique. Les catégories et les actions, je les remplis, mais je vais être moins strict que sur le nom de mon événement. Mon nom d'événement, c'est là où je vais vraiment être le plus strict. Et sur ma valeur d'événement, 99% de mes événements n'en ont pas. Donc, la fonctionnalité événement, elle n'est pas au cœur de Matomo, mais on peut, nous, faire en sorte de s'en servir beaucoup plus que ce que Matomo prévoit, et en espérant à l'avenir une petite mise à jour à ce niveau-là. Alors maintenant qu'on a parlé justement de tous les événements, et enfin de tous les événements, on va dire de comment est-ce qu'on peut exploiter des standards autour des événements et avoir quelque chose de carré, on va voir comment on peut exploiter maintenant ces événements. Et moi, j'aime bien traduire un peu événements par un peu la matière première du tracking. C'est-à-dire que les événements, c'est vos unités d'information que vous allez collecter, que vous allez mettre dans des bacs, et derrière, vous allez pouvoir réexploiter ces informations-là pour configurer, vous allez voir des objectifs, des segments, etc. Donc là, on va parler un petit peu des objectifs. Et on a des soucis, en fait, sur long terme, on va dire, avec les objectifs. C'est-à-dire que la fonction objectif de Matomo, elle marche très bien. Mais le jour où vous allez faire une refonte de votre site web, eh bien, vous allez devoir modifier la manière dont les objectifs sont définis. Et c'est là où on va avoir probablement des soucis. Alors, globalement, dans Matomo, la configuration des objectifs, elle est figée. C'est-à-dire que vous allez créer votre objectif, vous allez définir votre objectif, vous allez le valider, et après, vous avez l'archivage qui va commencer à fonctionner, et c'est là où vos objectifs vont être calculés. Si vous modifiez la configuration de votre objectif, ça va modifier la manière dont l'archivage va s'effectuer, et donc vous allez avoir un objectif qui ne ressemblera plus à rien et qui ne suivra plus surtout les modifications que vous effectuez. Donc, on a un premier souci à ce niveau-là. Ensuite, si vous configurez un objectif qui se base par rapport, par exemple, à une URL, le jour où vous changez cette URL, l'objectif il est cassé, mais par contre, l'URL que vous avez modifiée, elle, le contenu est le même, et l'interaction utilisateur est la même. Et donc, du coup, il faut pouvoir rattacher la suite à cet objectif-là. Donc, la seule possibilité que vous avez, c'est d'aller modifier l'objectif et donc de perdre en rétroactivité et faire une perte de données. Donc, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas invalider chaque rapport à chaque fois, ce serait trop gourmand, surtout pour les grosses instances. Et on ne peut pas recommencer à zéro à chaque changement, ce serait vraiment infernal, on n'aurait pas de continuité dans la donnée. Donc, aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez faire, alors en réalité, il y a deux choses. C'est soit vous avez un objectif en mode manuel, mais du coup, vous perdez l'autonomie si vous n'avez pas d'équipe technique, donc ce n'est pas réellement une solution. Et ce n'est pas la solution non plus qui a été définie pour d'autres solutions. Aujourd'hui, ce que je vous recommande, et pareil, ce que je fais chez tout le monde sans exception, c'est-à-dire que je ne configure plus aucun objectif sans faire cette configuration-là, c'est de définir un objectif sur une interaction utilisateur basée sur un événement. Ça, c'est l'obligation. Vous ne pouvez plus aujourd'hui vous mettre sur une URL ou un titre de page. Si vous voulez, quoi qu'il arrive, que votre événement se déclenche sur une URL, ce n'est pas grave, vous allez dans le Tag Manager, vous définissez un événement qui se déclenche sur la vue de cette URL précise, et c'est la réception de cet événement-là qui déclenche l'objectif. Vos intérêts, c'est que la modification de l'URL, elle se fera maintenant dans le Tag Manager et plus au niveau de la configuration de l'objectif. Et donc, vous n'aurez plus à modifier votre objectif, et donc vous allez avoir une continuité de la donnée, même après une refonte d'un site web. Donc, ça va vous permettre de conserver une configuration Matomo sur du long terme. Et alors, si on veut aller encore plus loin, oui, on se base sur des événements, mais encore mieux, on va se baser sur le nom de l'événement et on va être strict. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le nom de l'événement, c'est la pièce qui est standardisée, et on va le mettre strict pour s'assurer que si demain j'ai un sign-up underscore quelque chose d'autre, il ne soit pas inclus dans une condition contient. C'est-à-dire que le nom d'événement contient sign-up, il y a sign-up, puis il y a sign-up underscore autre chose, ça marcherait aussi. Donc, pour s'assurer de ne pas avoir de débordement dans les configurations, nom d'événement est exactement et le nom précis de votre objectif remonté, soit via le data layer directement, soit via votre tag manager. Et du coup, cette logique qu'on va avoir avec les objectifs, on va essayer de la dupliquer et de la répliquer avec les funnels. Parce que les funnels, c'est pareil. Si vous allez modifier un funnel, vous allez voir dans Matomo que c'est grisé et qu'il faut déverrouiller le funnel.
le modifier. Et une fois que le funnel est modifié, vous allez avoir le compte d'archivage qui va recalculer les étapes et vous allez perdre en rétroactivité et perdre de la donnée et en continuité de données. Donc bah là, c'est pareil. On va venir configurer chaque étape du funnel, même si on a un sélecteur avec une quinzaine ou une vingtaine d'options. La seule option qui est viable sur du long terme, c'est nom d'événement le nom d'événement est égal à ou strictement égal à. Et dedans, bah, vous allez rentrer le nom de l'événement tel que vous l'avez émis via votre tag manager. Donc, c'est super important de configurer ça comme ça. Et je vous parle bien de est strictement égal à plutôt que contient. C'est encore plus important dans les funnels parce que si vous avez des étapes de formulaire, vous avez par exemple, je sais pas moi, sign up step 1, sign up step 2 et sign up step 3. Bah, sign up step est commun à tous on va dire sign up est commun à toutes les étapes du formulaire. Et si vous avez à un moment donné dans votre formulaire une étape qui est configurée sur nom de l'événement contient sign up, votre funnel, il va boucler à cet endroit-là et vous n'allez jamais pouvoir arriver au bout de votre funnel à cause de cette erreur-là. Donc, toujours nom d'événement strictement égal à ou nom d'événement est égal à et la valeur de l'objectif. Alors, pourquoi je vous ai mis en bas création de funnel de vente GA4, parcours d'achat, parcours de paiement? C'est parce qu'aujourd'hui, dans l'intégration e-commerce de Matomo, vous avez 4 actions qui sont acceptées. Vous avez la vue d'une page produit, la vue d'une page catégorie, l'ajout-retrait d'un élément au panier et la commande. Mais en réalité, si on reprend les tunnels, enfin les tableaux de standardisation d'événements GA4 pour du e-commerce, on a beaucoup plus d'actions. Et donc, c'est possible de baliser vous-même ces actions-là avec un tag manager, de remonter les événements et derrière, d'aller créer les funnels correspondant à l'équivalent GA4 de ce qu'ils appellent le parcours d'achat et le parcours de paiement, qui à chaque fois reprennent 5 et 4 événements e-commerce qui sont différents. Donc, ça vous permet de rapprocher ça, et surtout pour des clients qui vont migrer de GA vers Matomo, de leur redonner les clés qu'ils avaient avant avec à peu près la même nomenclature, les mêmes nommages, et surtout de se retrouver dans leur écosystème data. Donc maintenant qu'on a parlé des événements et de comment est-ce qu'on configure des objectifs à partir de ces événements-là, on va quitter un petit peu la logique événement et se baser sur comment est-ce qu'on peut standardiser nos campagnes pour s'y retrouver et surtout pouvoir faire des bilans à partir de nos campagnes. Donc déjà, on a encore cette question, MTM versus UTM. Donc déjà, pour reparler de tout ça, des UTM ou des MTM, ce sont des paramètres qu'on vient rajouter dans l'URL d'une page. Cette page, on va évidemment la partager sur les réseaux sociaux, au travers de newsletters ou de 1000 manières différentes. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur cette URL et arriver sur votre site web, Matomo va se réveiller, il va regarder que dans l'URL, il y a des paramètres MTM ou UTM. Et à partir de là, il va considérer que cette visite est en provenance d'une campagne et il va nommer la campagne et mettre des informations au niveau de la campagne à partir des paramètres qu'il aura trouvés dans l'URL. Alors, la première chose à faire, quoi qu'il arrive, c'est d'aller installer sur votre instance Matomo le plugin qui s'appelle Marketing Campaign Reporting. Ça, c'est un plugin gratuit officiel qui, par défaut, est désactivé dans Matomo, mais qu'il faut l'activer, qu'il faut activer. Côté Matomo Cloud, pas de souci, c'est déjà actif. Et ce plugin, il a 2 fonctionnalités. La première, c'est de prendre en charge beaucoup plus de paramètres MTM. Et la deuxième fonctionnalité, c'est surtout de rendre Matomo compatible avec les paramètres UTM, qui sont les paramètres de campagne standard de Google pour ces régies publicitaires. Comme Google, vous le savez, est un géant et écrase tout au niveau de la publicité sur Internet, la plupart des régies d'affiliation, d'autres régies publicitaires ou d'outils de marketing automation, etc., vont se baser sur ces UTM pour justement comprendre ce qui se passe et réattribuer du trafic. Donc, vous vous doutez bien que si Matomo a également fait l'effort de se mettre de détecter les paramètres UTM, c'est que c'est un standard qui est quasiment incontournable aujourd'hui. Donc, même quand je partage des campagnes aujourd'hui, même si je vais avoir que Matomo sur le site du client, je vais lui recommander dans ces campagnes d'utiliser des paramètres UTM. Encore une fois, parce que derrière, des régies tierces, des outils qui vont se connecter à Matomo ou des exports qu'on va produire vont contenir des UTM qui seront automatiquement détectés et mappés par des par des outils tiers. Et ça va permettre de synchroniser beaucoup plus facilement tous les outils. Alors derrière, une fois qu'on a mis en place ces UTM, on a la possibilité avec Matomo, avec n'importe quel outil, mais de créer du coup nos paramètres d'URL. Et là, il va falloir encore une fois respecter une nomenclature. Alors, il y a plein de paramètres UTM possibles. Il y en a 3 qui sont vraiment recommandés et qu'il faut essayer de mettre pour chaque campagne. Ça va être UTM Source, UTM Medium et UTM Campaign. Et globalement, dans UTM Source,
L'idée, c'est d'avoir toujours les mêmes entrées. Donc pour ça, pour certains clients, on va avoir un fichier Excel avec une liste de sources possibles. Par source, une liste de médiums possibles. Et ensuite, un outil qui va nous servir à valider des noms de campagne. Donc en gros, si vous avez Facebook, ce sera toujours Facebook avec un grand F. Enfin, excusez-moi, plutôt avec un petit f. Vous n'aurez jamais Facebook avec un grand F. Vous n'aurez jamais FB à la place de Facebook. Vous aurez toujours marqué Facebook de manière globale. Derrière, dans les médiums, on va avoir Story, Post, CPC, et on va faire une liste comme ça de mots, d'emplacements disponibles sur les réseaux sociaux, sur les régies publicitaires, etc. Et surtout, on va les limiter parce qu'il peut y en avoir une infinité, globalement, de médiums possibles. Et l'objectif, ça va être de définir une liste stricte et de regrouper des éléments pour lesquels on n'a pas besoin d'avoir une finesse aussi précise. Je pense notamment aux différents emplacements possibles sur les réseaux. Et pour les campagnes, ce que j'aime bien faire, et vous allez être assez étonné de voir comment on peut récupérer cette information derrière, c'est de préfixer toutes vos campagnes par une date. Donc, par une date inversée, c'est-à-dire l'année puis le mois, et si vraiment vous êtes très, très efficace, jour. Mais l'idée, c'est que là, avec l'année puis le mois, vous allez pouvoir lister toutes vos campagnes dans Matomo par date, ce que ne fait pas par défaut Matomo. Et surtout, 6 mois plus tard, vous allez peut-être voir qu'il y a des personnes qui cliquent encore sur des liens qui avaient été mis en favori, qui avaient été partagés, qui contenaient des paramètres UTM, d'une campagne qui date d'il y a 6-8 mois. Et donc, vous allez pouvoir continuer de voir l'impact de vos campagnes dans le temps. En parallèle de ça, le fait d'avoir standardisé toutes vos entrées, donc les sources, les médias et les campagnes, vous allez pouvoir faire une lecture en fait verticale de vos campagnes. Vous allez pouvoir dire, OK, pour toutes mes campagnes Facebook, combien d'objectifs ont été convertis sur le mois de février, par exemple. OK, alors sur Facebook, il y a des stories, sur Instagram, il y a des stories aussi. Donc dans Medium, je vais avoir mis story dans les deux cas. Par contre, dans Source, je vais avoir des fois Facebook et des fois Instagram. Maintenant, je veux savoir si c'est plutôt des stories, peu importe le réseau, ou plutôt des posts, peu importe le réseau, qui fonctionnent. Je vais pouvoir prendre ma verticale UTM Medium Story et je vais pouvoir vérifier tous les emplacements story de tous les réseaux sociaux pour savoir quels sont les emplacements qui fonctionnent le mieux. Et grâce à ça, je vais pouvoir croiser par réseau, par emplacement et par date pour savoir quelles sont mes meilleures campagnes et maximiser derrière mes engagements et maximiser surtout la configuration des campagnes sur mes différentes régies publicitaires. Donc voilà, c'était quand même assez important sur les campagnes. Globalement, vous voyez bien comment fonctionnent les campagnes, mais l'idée, c'est de rajouter encore une fois une couche de standardisation pour que peu importe le client que vous allez utiliser, vous allez retrouver les mêmes logiques, de conseiller vos clients sur comment est-ce que vous allez pouvoir exploiter ces campagnes-là et comment vous allez pouvoir surtout avoir des bénéfices en vous forçant un petit peu au début à rajouter de la structure dans ce que vous faites, mais ça vaut généralement toujours le coup. Alors, on passe des campagnes maintenant aux segments, parce que vous allez voir que dans les segments, donc Frédéric, avec qui je travaille régulièrement et qui est passé tout à l'heure pour sa conférence, a parlé déjà un petit peu des standards de segments, et ça tombe bien parce que je vais aussi en parler et je vais reprendre un petit peu ce qu'il a dit. Donc, vous allez voir, il y a pas mal de choses qu'il a fait et qu'il m'a même transmis. Donc, là-dessus, je lui redonne un peu le flambeau. Mais globalement, le fait de travailler déjà avec vos segments, la première chose à faire quand on est dans une entreprise ou avec des clients, c'est de rassembler les gens autour d'une table à l'installation de Matomo et de dire, OK, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Parce que globalement, les gens ont besoin de tout, mais ils s'en servent jamais derrière. Donc l'idée, c'est, OK, si je crée ce segment, qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir comme données et à quoi ça va servir? Donc ici, ce que j'ai mis, c'est on va pouvoir partager du coup des segments qui sont génériques. Donc un segment générique, pour moi, c'est, je vous ai mis là en screenshot, type de canal est moteur de recherche. Bon, pour tous les sites d'une instance Matomo, ça va être intéressant très souvent de savoir qui vient des moteurs de recherche. Ou alors, type de périphérique est desktop ou type de périphérique est smartphone. À partir de là, c'est des segments qui sont complètement génériques, qui ne se basent pas sur une URL précise ou quelque chose de précis. Donc, on peut le partager à tous les sites web. Donc, ces segments dits génériques, globalement, j'ai déjà regardé un peu ce qui va intéresser ce qui va intéresser les gens, et je vais définir des segments pour tout le monde, pour tous les sites web, en tant que super utilisateur. C'est-à-dire que c'est le compte super utilisateur qui va s'occuper de ça pour éviter que chaque utilisateur derrière ait à créer son segment et sollicite l'archivage du site web. Alors, il y a quand même une limite à ça. C'est que dans les offres cloud, vous êtes limité de mémoire à 100 slots, donc à 100 segments. Mais un segment partagé sur 3 sites, ça va prendre 3 slots. Donc, si vous avez 10 sites et 10 segments génériques partagés dans les 10 sites, vous avez explosé votre quota. Il faut faire attention à cette pratique-là. Mais globalement, pour l'utilisateur sur du on-premise, c'est l'approche que je vais avoir. Et pour des utilisateurs cloud,
On va essayer d'aller vers là au maximum en réservant des slots, évidemment, pour les sites web qui auraient des besoins un peu plus spécifiques. Et donc, derrière, on a 2 manières de nommer, j'ai mis les 2 et j'ai mis les points à chaque fois différents de chacun. Donc, la nomenclature qu'utilise, on va dire, Frédéric et ce que Frédéric vous a présenté avec un code segment, au début. Donc, c'est hyper bien, mais ça nécessite une vue d'ensemble du projet et surtout de la préparation avec les équipes. Donc là, c'est complètement ce que fait Frédéric dans ses ateliers, avec les différents clients et cetera. Donc, complètement top. Vous allez souvent avoir un document de référence quand il y a beaucoup de segments qui permet de savoir quel est le code segment associé à ce que vous recherchez. Et par contre, pour des utilisateurs qui seraient confirmés et surtout qui utilisent beaucoup Matomo, c'est beaucoup plus rapide. Parce que du coup, quand vous cherchez un segment, vous tapez un code de 3 lettres, enfin de 3 chiffres, vous avez votre code segment, vous savez que trouver les personnes de votre funnel de vente pour le produit X, c'est, je vous ai mis 248, vous faites entrer et automatiquement vous activez le bon segment. Donc ça, c'est vachement pratique, mais ça nécessite beaucoup de préparation. L'autre approche, qui nécessite pour le coup beaucoup moins de préparation et qui sera plus adaptée à des plus petits clients, c'est tout simplement de préfixer vos segments par dimension et ensuite de les suffixer par configuration. Donc par exemple, là, je vous mets, donc c'est beaucoup plus simple pour la recherche parce que vous recherchez par dimension. C'est beaucoup, on va dire, c'est un peu moins rapide et c'est moins durable sur du long terme parce que dès que vous allez multiplier le nombre de segments, ça marche pas trop. Mais on va dire, c'est plus compliqué pour rechercher à l'intérieur et surtout, ça ne marche pas avec des dimensions combinées. Donc ça va marcher pour la plupart de vos petits clients, sinon je ne l'aurais pas mis dans ces slides-là. Ça va vous servir pour des clients qui sont moins à l'aise avec Matomo, qui vont avoir une dizaine de segments où à chaque fois, vous allez avoir appareil-PC, appareil-mobile. Je reprends mon exemple, canal-moteur de recherche. Vous avez des segments qui sont très simples et très parlants pour l'utilisateur, mais ça ne permet pas d'aller chercher les grosses instances. C'est pour ça que je vous ai mis les deux types de nommage au niveau des segments. Globalement, une fois qu'on a ces segments-là, globalement, on va pouvoir commencer maintenant à parler des dimensions personnalisées. Et là, encore une fois, c'est une méthodologie qu'on a pu voir un petit peu avec Frédéric sur des cas de clients avec des très, très grosses instances, des tops instances de Matomo, et pour lesquels on a beaucoup d'actions, de dimensions de visite et de dimensions d'action. Donc là, pour vous montrer un peu l'approche qu'on peut avoir sur ce genre de clients-là. Alors, sur des clients on-premise, encore une fois, ça va être d'augmenter le nombre de slots de dimensions. Vous savez que par défaut, dans Matomo, on va être limité à 15 dimensions d'action, 15 dimensions de visite sur l'offre cloud et 5 dimensions de visite, 5 dimensions d'action sur du on-premise, mais qu'on peut relever avec une petite ligne de code assez rapide. Donc, l'idée, c'est déjà, encore une fois, de se mettre autour d'une table avec un client, de lui demander ce dont on va avoir besoin, de travailler avec lui sur les différentes informations qu'on va vouloir collecter, les différentes typologies d'informations. Donc, est-ce que c'est plutôt des dimensions qui vont être de type visite ou plutôt de type action? Et derrière, on va monter au maximum cohérent avec le client. Donc là, j'ai mis par exemple 100 dimensions d'ouvertes. Et en fait, on va les pré-générer. Je vais pré-générer des dimensions vides désactivées de 1 à 50 pour les visites et de 51 à 100 pour les actions. Et derrière, je sais que tous mes numéros de 1 à 50, ce sera forcément des dimensions de visite et de 51 à 100, forcément des dimensions d'action. Alors là, vous pouvez vous dire, bon, ok, c'est pas hyper parlant, en tout cas, c'est pas très pertinent pour l'instant. En fait, si, ça va l'être à partir du moment où vous voulez partager des dimensions entre plusieurs sites d'une même instance. Vous allez avoir un tag manager, vous allez vouloir remonter de l'information dans vos dimensions de visite ou dans vos dimensions d'action. Et en fait, si vos dimensions de visite et d'action, elles n'ont pas été créées exactement dans le même ordre, vos numéros vont être mélangés. C'est pas très grave si c'est dans les mêmes dimensions, enfin dans les mêmes scopes de dimensions. Mais par contre, si vous avez un numéro d'action qui est dans une autre instance, un numéro de visite, là, c'est foutu. En réalité, vous n'allez pas pouvoir corriger cette information-là. Donc, pour prévenir de ce mélange de dimensions entre plusieurs sites, il faut pré-réserver tous les slots. Et derrière, ça va être super simple avec un data layer de remonter des informations pour les dimensions 0 à 50 en visite et 51 à 100 en action. Encore une fois, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas ces problématiques-là, mais j'espère demain que vous allez avoir des clients qui vont avoir ce genre de problématiques et que vous allez pouvoir appliquer ce genre de méthodologie-là, parce que ça va vraiment ranger en fait toutes ces informations-là dans les bonnes cases et ça va vous permettre de dormir beaucoup plus sereinement la nuit. Dernier point sur cette partie dimension, c'est que si vous avez beaucoup de dimensions, en fait, les dimensions dans Matomo, elles génèrent à chaque fois un onglet et un rapport par feuille. Pas toujours très pratique. Du coup, on a la possibilité de créer un plugin pour regrouper toutes ces dimensions-là, ou en tout cas une partie de ces dimensions dans des rapports. En fait, vous allez avoir un onglet
je sais pas moi, qu'on va appeler article, et dans lequel vous allez avoir pour WordPress les catégories d'articles, les tags d'articles, le nom de commentaires, par exemple, je ne sais pas, et le nom de l'auteur, ou n'importe quelle autre taxonomie qu'on souhaiterait rajouter. Donc ça permet d'agréger plein de rapports entre eux, et ça permet de gagner de la place dans l'interface de l'utilisateur et d'éviter de jongler entre des onglets à chaque fois. Et globalement, pour les dimensions d'action, donc là c'est un peu plus technique encore une fois, mais vous avez la possibilité, quand vous créez une dimension d'action, de récupérer un paramètre depuis l'URL de la page. Globalement, ne le faites jamais, parce que l'URL de la page, n'importe qui peut la modifier, n'importe qui peut taper n'importe quoi. Et donc du coup, ça va vous casser un petit peu la logique de propreté de la donnée. Et donc le mieux, c'est évidemment de récupérer toutes vos dimensions depuis un data layer, quoi qu'il arrive. Moi, les extractions, je m'en sers jamais. Je préfère toujours passer par un data layer, plutôt que d'aller collecter de la donnée à la volée dans une URL. Alors oui, c'est vrai, le data layer, l'utilisateur peut également interagir avec. N'importe qui peut ouvrir un navigateur, faire un data layer.push et pousser n'importe quoi. La réalité, c'est que ça n'arrive jamais, ou en tout cas, ça arrive beaucoup moins fréquemment que des gens qui vont modifier une URL. Et les gens qui modifient une URL ne sont pas mal intentionnés. Ils ne savent pas que derrière, nous, on va récupérer cette information et la stocker dans des rapports Matomo. Et on arrive du coup sur, on va dire, la dernière grosse partie de cette partie standardisation, c'est comment avoir un tag manager bien carré, donc avec des choses où on se retrouve et surtout qui sont réfléchies un petit peu en amont. Donc, ça va faire écho un peu avec ce que vous allez retrouver dans des plans de marquage. Et là, l'idée, c'est plutôt, quand j'écris mon plan de marquage, comment est-ce que je vais venir nommer mes informations pour pouvoir être efficace et les retrouver derrière. Donc, classique, nommer les balises. Donc, pour nommer les balises, là, dans mon tag manager de démo, je vais avoir que des balises Matomo, mais vous avez évidemment la possibilité de pousser vers d'autres outils. Je pense notamment au pixel de méta, je pense à du Hotjar, bref, à plein d'autres solutions tierces dans lesquelles vous allez pousser différents types d'outils, enfin, différents types d'informations. Donc là, ici, ce que je propose comme nom, alors c'est encore une fois, ça ne vient pas de moi, hein, cette partie standard. Le principe d'un standard, c'est qu'il est partagé par un maximum de personnes. C'est d'avoir la destination. Donc, on envoie la donnée dans quel serveur, en quelque sorte, dans quel outil. Donc là, dans Matomo, mais ça pourrait être chez Meta, ça pourrait être chez Pinterest, ça pourrait être chez LinkedIn. Ensuite, le format, donc, OK, on l'envoie dans Matomo, mais on envoie quoi? On envoie une page vue, on envoie un événement, on envoie un objectif. Donc là, tout simplement, je dis, j'envoie des événements. Et vous voyez, en dessous, c'est des plugins différents. Donc là, je vais envoyer les informations liées au plugin Profil Gravatar. Et là, je vais envoyer les informations liées à la météo pour Matomo. Et en troisième position, donc là, vous voyez, j'ai des troisième positions ici, je vais mettre le nom. Alors, si c'est un événement, je vais mettre le nom de mon événement. Si c'est un objectif, je vais mettre le nom de mon objectif. Si c'est autre chose, je vais adapter à chaque fois l'information. Pourquoi est-ce que je mets le nom de mon objectif ici directement et pas un nom, on va dire, formaté un peu joli et facile à lire? Parce que quand vous avez un problème dans votre Matomo, vous allez dire « Ah, mon événement Generate Lead, il ne remonte plus ». Et Generate Lead, si ici, j'avais Matomo Event-Contact, parce que c'est le formulaire de contact qui émet un événement de Generate Lead, vous allez être perdu. Il va falloir ouvrir les balises jusqu'à trouver Generate Lead. Alors que quand vous avez un problème dans votre configuration Matomo, vous allez tout simplement reprendre le nom de l'événement et il est facilement lisible ici. Donc, ça permet d'interagir très rapidement et d'arriver tout de suite sur le Tag Manager, dire « Ah, OK, c'est cette étape-là qui est cassée dans le final. On va regarder au niveau de la balise et on la trouve très rapidement. » Derrière, on peut avoir une approche un peu similaire, mais avec les déclencheurs. Donc, les déclencheurs, dans Matomo, ils sont visibles à deux endroits. Ils sont visibles dans la liste des déclencheurs. Je pense que vous n'allez pas passer votre vie dans cette liste-là. Et on va les retrouver surtout dans la liste des balises. C'est ce que je vous ai mis ici. Donc là, on a les déclencheurs et on a les noms des déclencheurs. Alors, ce que je fais, c'est que je préfixe par type, ou par listener en anglais, donc par catégorie de déclencheurs, tous mes déclencheurs. Pourquoi? Parce que dans cette vue-là, je n'ai pas l'information du type de déclencheur qui est employé, je n'ai que le nom. Alors que là, je sais que ma balise Home Event, Home CTA, elle se base sur un lien qui est cliqué. Je sais que mon formulaire, que mon Generate Lead ici, c'est un événement qui est déclenché à partir de la soumission d'un formulaire. Et ça me permet comme ça d'avoir beaucoup plus d'informations et d'interagir rapidement. Et donc, dans cette nomenclature-là, je vais avoir du coup mon type de déclencheur, tiret et le nom. Et en nom de déclencheur, je vais essayer, si possible, de passer une configuration. Donc là, par exemple, je vois que j'ai un formulaire. Moi, je sais que tous mes formulaires dans mon site, ils ont des ID, des noms, etc. Je sais que je vais avoir un formulaire où l'ID sera Common Form. Que là, mon formulaire, son ID, c'est Contact Form. Que mon lien, là, il a une classe TMS CTA Home. Alors, j'y reviens sur ça. Mais globalement, je connais ma configuration. Et sans même ouvrir ma balise, sans même rentrer dans le détail, je connais ma configuration de ma balise ici.
j'envoie un événement generate lead à la soumission d'un formulaire qui porte l'ID contact form. J'ai tout le détail. Je peux rentrer dedans pour valider ça, mais de base, je sais de quoi est faite cette balise de ce déclencheur. Donc là, derrière, je vous ai mis classe ou ID. Là, ça va parler un peu, c'est un poil technique, mais je vais essayer d'expliquer ça facilement. Matomo, par défaut, va vous proposer de vous greffer sur des ID. Donc dire, ah bah voilà, vous voulez vous écouter le clic sur un bouton, regardez si le bouton n'a pas un ID. Alors c'est bien, mais c'est pas optimal. Pourquoi? Parce que les identifiants en code, c'est pas anodin. Un identifiant en code, ça va surtout, alors ça a au moins deux utilités. La première, c'est pour créer des encres dans votre page, donc des scrolls automatiques. Et l'autre utilité, c'est pour, en JavaScript, cibler un élément. C'est pour ça que le Tag Manager va vous le faire. Sauf que là, c'est pas à vous de le cibler, c'est le Tag Manager qui va coder à votre place et qui va s'occuper de cibler l'élément. Et un ID, on peut n'avoir qu'une seule fois par élément. Donc, si vous réservez un ID pour le Tag Manager, le développeur du site, derrière, il est coincé. C'est-à-dire qu'il a un ID qui a été défini par les équipes marketing et qui ne va peut-être pas correspondre à ses besoins techniques. Donc, l'approche que je fais, encore une fois aujourd'hui, sur tous les sites que je peux livrer et sur lesquels je fais un plan de marquage, j'évite les ID. Alors, ça peut pas être un peu bizarre, mais j'évite les ID. Et à la place, je vais avoir des classes TMS- qui sont présentes dans mon site. Donc, sur mes boutons, mes CTA, mes formulaires, etc., je vais avoir TMS- et puis un petit libellé qui me parle, qui est parlant. Donc là, je vous ai mis ici le CTA de ma page d'accueil sur mon site perso. Si vous faites clic droit inspecter, derrière, il y a marqué classe égale TMS-CTA-home, parce que c'est le CTA de la page d'accueil. Donc j'ai cette information-là. Pourquoi TMS? TMS pour Tag Manager System. Pourquoi pas MTM? Parce qu'aujourd'hui, mon Tag Manager, c'est Matomo Tag Manager. Sauf qu'hier, c'était Google Tag Manager. Et si j'avais tout préfixé par Google Tag Manager, j'aurais dû tout repréfixer aujourd'hui par Matomo Tag Manager. Alors que TMS, c'est générique, donc ça marche, peu importe l'outil que vous allez exploiter derrière. Donc c'est une bonne approche. Et l'autre cas de figure, c'est que dès que vous vous basez sur un ID, il faudra toujours mettre ID est strictement égal à et la valeur de votre ID. Alors que pour une classe, il faudra toujours mettre contient. Parce qu'encore une fois, si demain le site il évolue, les développeurs ils vont peut-être rajouter des classes dans la liste. Et si vous avez mis un est égal, le nombre de classes aura changé, donc ce sera plus égal et ça va casser votre tracking. Donc on essaye toujours de cibler un élément par sa classe, contient, TMS- quelque chose. Si vous faites ça sur toutes vos balises, vous êtes sûr que votre site il peut durer encore 5 ans, qu'il va suivre les refontes. Et surtout, quand un développeur va venir modifier votre site web, il va remarquer qu'il y a des classes TMS- et il va se dire que, évidemment, ces classes TMS- elles ne servent pas au design du site, mais elles servent à agripper des déclencheurs sur votre structure de site web. On continue avec les variables. On arrive bientôt à la fin. Donc, pour les variables, forcément, on va avoir des noms de variables qui proviennent, moi, surtout du data layer. C'est comme ça que je vais essayer de travailler au maximum. Et donc, d'avoir à chaque fois le nom de mon entité et son attribut. Donc là, c'est un épisode et il a un attribut, nom de série, series name. J'ai une recherche, elle a des détails. J'ai un utilisateur, je vais avoir le hash de son email ou son ID ou son état de connexion ou son abonnement. Donc, j'ai toujours entité, attribut. Et dans mon data layer, comment est-ce que ça se représente? Dans mon data layer, je vais avoir une entité user email hash en camel case, donc avec une petite minuscule au début et une majuscule pour chaque nouveau mot. Et dans mon tag manager, pour le coup, je vais avoir une structure propre avec user espace email espace hash. Ça, c'est des noms de variables qui vont être automatiquement, qui vont respecter le standard pour le coup de Matomo Tag Manager, où on voit qu'à chaque fois, on a page espace URL, ce genre de choses qui sont déjà prédéfinies. Donc là, pour le coup, on re-rentre dans le standard de Matomo. Et donc, la dernière chose à voir sur le Tag Manager, c'est tout ce qui est lié aux versions. Donc là, maintenant, vous avez nettoyé votre Tag Manager, vous avez des super balises, des super déclencheurs, des super variables. Il faut tout mettre en ligne. Et là, deux choix. Soit on fait ce qu'on appelle du SEMVer pour Semantic Versioning, à savoir, on est là, c'est ce que Matomo propose de base, donc 0.1.0 quand vous lancez le Tag Manager, puis vous incrémentez tranquillement. Le problème du SEMVer, c'est qu'on ne sait jamais quand passer. C'est-à-dire que là, on est à la 1.14.9. Est-ce que je passe à la 1.14.10 ou à la 1.15.0? Est-ce que mon changement il est suffisamment important pour passer un numéro de version ou deux? Donc, ça, c'est un peu complexe à exploiter. Et à partir de quand est-ce qu'on considère qu'on est à la V2 de notre conteneur? Donc ça, c'est des problématiques qui ne sont pas propres à Matomo, qui sont propres à n'importe quelle gestion de projet qui utilise ce genre de technique. Donc le SEMVer, c'est bien quand on définit beaucoup de règles en amont. Quand vous êtes un peu moins réglo là-dessus, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir ce qu'on appelle des utilisations de mots-clés d'action CRUD. CRUD, c'est les actions Create, Read, Update et Delete, c'est les actions lecture, modification, suppression, mise à jour.
Et du coup, moi, ce que je fais, c'est ce que j'essaye d'avoir sur la plupart de mes sites de clients, c'est des mots-clés préfixes de mes noms de version. Quand j'initialise mon tag manager, c'est setup. Quand je rajoute une balise, c'est add. Quand je la modifie, c'est update. Quand je la supprime, c'est remove. J'ai deux, d'ailleurs, j'ai remove ou delete. Excusez-moi. Il n'y a pas de delete, c'est remove. Et ensuite, quand je vais venir derrière mettre à jour beaucoup de choses d'un seul coup, parce qu'on ne fait pas des actions une par une dans le tag manager, généralement on en fait plein, ça c'est un refactor. Un refactor, c'est quand je vais venir modifier plein d'informations d'un seul coup. Donc ça marche dans la plupart des cas. Vous pouvez inventer vos propres mots-clés, mais généralement ces mots-clés-là, c'est ce qu'on va retrouver dans la gestion de projet sur GitHub, dans des syntaxes comme ça qui sont plutôt du milieu du développement, mais qui en fait font leur preuve dans justement le fait de pouvoir générer plein de versions à la volée. Et pour terminer, du coup, juste ma dernière, globalement mes dernières petites slides. Donc pour aller plus loin, il y a encore des petites entités, mais pour lesquelles on n'a pas spécialement parlé. C'est tout ce qui va être détection automatique de formulaires. Donc là, moi, sur mon site web, je me suis embêté à chaque fois à essayer de faire un formulaire parfait. En fait, Matomo, par défaut, il va scanner votre site web et il va détecter les 10 premiers formulaires rencontrés par vos utilisateurs et il va les auto-générer dans Matomo. Sauf que pour qu'il les crée correctement, il faut faire un espèce de formulaire parfait. Alors, un formulaire parfait pour Matomo, c'est quoi? C'est un formulaire qui est organisé au niveau du code. Ça veut dire que c'est une balise forme qui est complète. Donc, elle a un ID et ou un attribut name. Elle a une méthode et une action. Et derrière, il y a des champs. Et chaque champ a un label et un type et un attribut name. Donc, à partir de là, si vous avez ça sur tous vos champs, automatiquement, Matomo, il est capable de détecter votre formulaire, de détecter les champs qui sont à l'intérieur. Et le module Forms Analytics de Matomo, il va correctement se mapper et ranger les choses dans l'ordre. Et globalement, vous n'aurez rien à faire. Donc, si vous avez des formulaires qui sont à chaque fois pas très propres dans votre Matomo, là, l'intérêt, ça va être de cleaner vos formulaires, d'avoir des formulaires qui sont standardisés HTML5 et qui, derrière, vont être autodétectés par Matomo. Et je terminerai, du coup, par quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place chez des grands comptes qui vont avoir beaucoup de comptes utilisateurs, c'est de mettre en place des comptes de service. Alors, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir tout gérer depuis un seul compte pour des configurations spécifiques. L'inconvénient, c'est que du coup, tout le monde a ce compte-là. Pour la configuration uniquement, j'entends. La consultation des rapports se fait avec un compte personnel. Mais globalement, pour tout ce qui va être génération du token d'API, il ne faut pas que le token d'API soit rattaché à une personne. Il faut qu'il soit rattaché à un compte de service qui est en lecture seule. Comme ça, pas de problème. Si le token fuit, les gens ne pourront pas interagir avec votre compte et casser des choses dans Matomo ou accéder à des données qu'ils ne devraient pas accéder. L'autre point, c'est pour créer justement des alertes et des rapports automatisés. Vous savez que ces alertes et ces rapports, elles sont rattachés au niveau de votre profil dans Matomo. Et vous ne pouvez pas les partager en équipe. Donc, pour pallier à ce problème-là, on crée un compte de service. Et ce compte de service va être en charge de supporter toutes les alertes et tous les rapports automatisés. Et à chaque fois qu'on va vouloir modifier un rapport ou le supprimer, ça va se passer dans ce compte de service-là. On va plus se dire, ah oui, alors c'est vrai, qui c'est qui avait créé cette annonce-là à l'époque, etc. Non, tout est au même endroit dans un compte de service. Et pour la sécurité encore plus, moi, ce que je fais, c'est que je crée des comptes de service qui n'ont pas d'adresse mail. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est-à-dire que les gens ne pourront pas faire mot de passe oublié, les gens ne pourront pas manipuler le compte, ils ne pourront rien faire, en fait. Une fois qu'il est créé, il est configuré. Et cette adresse mail-là, vous pouvez globalement la cacher. C'est une adresse mail, par exemple, je vous donne un exemple random, mais vous pouvez l'appeler compte.service nom de la boîte. Même si derrière, il n'y a pas vraiment l'adresse mail, Matomo ne va pas vérifier l'adresse mail. Donc, vous allez vous inscrire. Derrière, vous pouvez passer l'utilisateur en validé, soit au niveau de la base de données, soit avec une petite manip qui est assez basique à faire. Et automatiquement, vous avez un compte de service actif qui n'est pas relié à une adresse mail et qui permet derrière de gérer toutes ces entités-là. Voilà, je vois le temps passer, donc je vous remercie d'avoir porté attention à tout ce que je viens de vous raconter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris pas mal de petites choses et que vous allez pouvoir surtout mettre en action la plupart des éléments que vous avez pu voir aujourd'hui et dans cette conférence. Et que ça va vous aider à conserver une expérience Matomo fluide et surtout ça va vous permettre d'atteindre des clients qui vont exiger en fait ce niveau de standardisation dans leur infrastructure et qui vous permettent de gagner en flexibilité.